Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver donc pour ce webcast spécial que nous consacrons à l'approche One Health. Comme vous le savez, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril dernier, à Lyon, a été organisé le sommet One Health, une seule santé. Alors, cette approche One Health n'est pas vraiment un concept nouveau. Depuis 2000 à peu près, on en parle. C'est un concept qui promeut une vision de la santé publique, de la santé animale et de la santé environnementale aux différents échelons, donc local, national, planétaire, dans une approche qui a pour ambition de dépasser les silos. Alors, le fait marquant pour nous, c'est plutôt la portée du sommet de Lyon, ce sommet international qui est le premier du genre, à la fois par sa dimension, mais aussi fait marquant donc, par rapport au contexte dans lequel il s'inscrit aujourd'hui. Il a été organisé sous le haut patronage du président Emmanuel Macron, avec présence de plusieurs chefs d'État, responsables d'organisations internationales, de banques, de développement, organismes de recherche, acteurs de la société civile, collectivités locales, y compris secteurs d'ailleurs privés et dirigeants d'entreprises qui venaient de tous les continents. Nous y étions à l'invitation de la Fondation Une santé durable pour tous, qui est avec nous aujourd'hui sur ce webcast. Alors, plusieurs enjeux, plusieurs sujets, crise climatique, zoonose, maladies vectorielles, perte de biodiversité, pollution de l'air, de l'eau, des sols, toutes les questions aussi liées à l'antibiorésistance, la perturbation des systèmes agroalimentaires. Voilà, les sujets n'ont pas manqué et tous ces sujets ont été abordés. Mais au-delà des appels convergents pour intégrer l'approche One Health dans toutes les stratégies de développement durable, ce que nous avons noté, c'est l'urgence pour agir qui a été vraiment rappelée par tous les intervenants, agir de manière coordonnée et surtout des initiatives qui ont été mises en lumière à cette occasion. Alors, c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, parole alphabétique, je vais donc Benoît Miribel, qui est président de la Fondation Une Santé Durable. Il est pour tous, qui n'est pas à son premier webcast avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour Eric et Benoît. bonjour à toutes les équipes de santé en entreprise. Bonjour Benoît. Alors, Agnès Souka qui nous rejoint pour la première fois, mais qu'on connaît bien, qui est une experte et également, on verra, elle est une actrice engagée dans le forum OSH, qui est responsable de la division santé et protection sociale à l'Agence française de développement, à l'AFD. Bonjour Agnès. Et enfin, Caroline Véran, qui est la cofondatrice de CLISEV, le Climat Santé Travail, fondatrice de l'agence RSE Croissance Bleue. Bonjour Caroline. Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc avant de passer aux échanges avec vous, on va très rapidement rappeler quelques chiffres clés avec Adama et surtout l'actualité des actions Adama. Donc en 3 minutes, si tu peux juste nous dire ce qu'il faut retenir quand on parle de Rondel. Donc comprendre pour agir, de quoi il s'agit. La santé animale, la santé humaine, la santé environnementale sont profondément liées. C'est le principe du One Health, une seule santé, une approche intégrée pour prévenir les crises sanitaires, protéger la population et préserver notre planète. Aujourd'hui, les risques sanitaires sont de plus en plus influencés par l'environnement. Le changement climatique, la pollution, les modifications écologiques et la perte de biodiversité accélèrent la propagation de nouvelles menaces. 24% des décès dans le monde sont dus à des risques environnementaux. Face à ces défis, la réponse ne peut être isolée. Elle doit être coordonnée, multisectorielle et durable. Donc, c'est pourquoi les 6 grandes familles d'acteurs doivent agir ensemble. Les gouvernements, les professionnels de santé, les chercheurs, la société civile, les entreprises et les communautés. Cette dynamique était au cœur du sommet One Health Summit organisé à Lyon les 6 et 7 avril dernier, un rendez-vous international pour réfléchir, partager les expériences et construire des solutions face aux crises sanitaires actuelles et futures. Dans cette vision, soutenue par Santé Entreprise et Business for Global Health, Santé Entreprise International célèbre également 15 ans d'engagement au service de la santé et de l'innovation. Health for Good, c'est déjà plus de 87 solutions référencées, réparties en 12 catégories dans 16 pays. Ces solutions couvrent notamment l'assurance numérique, les chaînes d'approvisionnement, le diagnostic précoce, la prévention,
santé maternelle et infantile, la santé mentale, le handicap, le sport et le bien-être. Le hackathon One Digital Health vient renforcer cette ambition. Son objectif est de mobiliser les startups, les jeunes innovateurs, les experts et partenaires autour des solutions concrètes, mais aussi les entreprises à réfléchir à produire des solutions concrètes et accessibles dans le cadre du concept Une seule santé. Le projet cible 12 pays, notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, la Guinée, le Maroc, le Niger, la RDC, le Sénégal, le Togo, le Tchad. Il sera lancé officiellement à partir du 3 novembre, à l'occasion de la journée mondiale de One Health pour la finale. Et le parcours repose sur 5 activités essentielles, notamment l'ouverture et la soumission des candidatures depuis le 21 avril dernier jusqu'à la session de la finale qui est prévue justement pour le 3 novembre. Et 5 activités essentielles, donc un bootcamp d'innovation, des séminaires spécialisés, le développement des prototypes, des sessions de pitch et un accompagnement vers la mise à réseau et en relation avec les investisseurs. Pour en savoir plus, scannez ce QR code pour être redirigé vers le site de #4good qui donne tous les détails sur ce hackathon. Merci. Super. Merci Adama. On va maintenant se tourner vers Caroline Véran, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce webcast pour nous parler donc, de ce qu'elle fait, parce que les entreprises, tu l'as dit Adama, en collaboration avec les institutions de la société civile, les gouvernements et plein d'autres parties prenantes, sont des moteurs de solutions aussi pour une santé durable, et elles doivent agir aussi dans le sens de l'amélioration et de la résilience des écosystèmes en France comme à l'international. Donc avec Caroline, on va voir Caroline Véran de Croissance Bleue, ce qui est fait dans ce domaine. Tout d'abord, Caroline, Croissance Bleue, qui est une agence de stratégie spécialisée dans la mise en œuvre de tout ce qui est RSE durabilité. Est-ce que c'est possible de nous présenter en quelques mots vos activités avant d'aborder la suite? Oui, bien sûr. Croissance Bleue, donc c'est une agence RSE dont la raison d'être est de servir et d'accélérer la transformation durable des entreprises, des filières et des territoires. Donc concrètement, on aide les entreprises et les organisations à définir des stratégies de développement durable et sous l'ombrelle, le développement durable ou durabilité, on range l'ensemble des sujets qui vont les concerner. Ça peut être des sujets de transition climatique, des sujets de mutation du monde du travail, des sujets d'impact territorial des projets qui sont conduits. Donc, on développe des stratégies. Ensuite, très concrètement, on est tourné vers l'action. On aide les entreprises à rendre ces stratégies concrètes. Donc, on fait de la conduite du changement ou de l'exécution de projets. Ça peut être des enjeux de décarbonation sur la biodiversité ou des achats responsables, numériques responsables. Et enfin, on les aide à construire un discours de preuve et à valoriser ce qui est fait, dans le cadre notamment de labellisation, de rapports de durabilité, dans le cadre de la CSRD. Voilà, ça c'est notre activité. Et aussi, important, on se saisit de certains sujets sur lesquels on pense qu'on peut avoir un impact et on va aller chercher des parties prenantes pour faire grandir ce sujet. Et donc, ce dont on parlera tout à l'heure, CLICEB en fait partie. Ok, justement, et à quels enjeux climatiques, environnementaux, sanitaires doivent répondre les entreprises que vous accompagnez en France, notamment? Très honnêtement, c'est extrêmement vaste. Le premier point d'attention des entreprises et d'effort qui est fait en matière climatique, c'est d'abord faire du bilan carbone et d'essayer de se décarboner. Ça a été le pied à l'étrier en matière de transition climatique. On arrive doucettement, trop lentement à mon goût, sur les enjeux de biodiversité. Il y a des entreprises qui sont très vertueuses, mais on est loin d'avoir des actions qui sont massives en la matière. Et sur la question notamment sanitaire et en lien avec le changement climatique, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand trou dans la raquette, si vous me permettez l'expression. C'est que les entreprises justement se concentrent sur les enjeux environnementaux et on a oublié que le changement climatique avait aussi un impact évidemment sur l'humain, mais plus précisément sur la santé au travail. Et que la manière dont le travail est organisé, la manière dont on a l'habitude de questionner le risque santé-sécurité au travail est complètement bouleversée par l'équation climatique. Et ce sujet-là, justement, était un impensé pour l'instant en France. Il y a eu un avis du CESE qui a interpellé sur ce sujet il y a quelques années. Et on s'efforce aujourd'hui, en tout cas nous chez Croissance Bleue, d'aller travailler avec les entreprises et les branches pour intégrer cet enjeu de l'impact du changement climatique sur la santé au travail.
Vous avez développé, très bonne transition, très belle transition, vous avez développé justement en collaboration avec la CFDT, la Agri-Agro, le baromètre, donc l'ICEV, Agri-France, pour analyser et prévenir les risques climatiques qui pèsent sur la santé au travail dans le secteur agricole. Alors, quels sont les principaux résultats de votre étude? Alors, un petit mot avant sur CLICEV avant de donner les résultats. On fait effectivement en France ce travail-là, on le fait aussi à l'international, notamment au Brésil ou en Afrique, puisque ces problématiques, on les retrouve partout. Donc en France, on a commencé avec le monde agricole, effectivement, notamment la CFDT Agri-Agro qui était, un partenaire et on travaille avec d'autres organisations, d'autres partenaires institutionnels sur ce dispositif. L'objectif, c'était de rendre compte, de révéler la manière dont le changement climatique impacte la santé au travail dans tous les contextes métiers et territoriaux agricoles. On a des idées, mais l'enjeu, c'était de produire des données et d'objectiver. Et ce qu'on est allé faire, on est allé donner la parole, sur la base d'une méthodologie d'anthropologie appliquée, donner la parole à l'ensemble des travailleurs, on continue sur plusieurs années, à l'ensemble des travailleurs du monde agricole, à la fois les exploitants, mais également, ce qui est une innovation, les salariés, les saisonniers. Donc on a un retour terrain qui est assez inédit et donc les principaux enseignements, le baromètre est en open data, donc tout le monde pourra accéder à l'ensemble des résultats. C'est que, un, il y a une communauté d'expérience climatique au travail, c'est-à-dire que plus de 80% des répondants sont largement préoccupés par ce sujet-là et constatent des problèmes dans le cadre du travail qui sont aggravés, augmentés directement en lien avec le changement climatique. Ce qui est un fait majeur, c'est qu'en fait, le changement, les conditions climatiques de travail agricole devient le facteur majeur de pénibilité pour plus de 60% des répondants, quelle que soit la nationalité et ce qu'on fait en agriculture, qu'on soit éleveur, maraîcher, viticulteur, etc. Bien loin devant la pénibilité intrinsèque du travail agricole liée aux difficultés physiques. Donc, on a vraiment un gap qui est en train de se révéler. On a questionné 4 familles de risques et d'exposition au risque avec un panorama de symptômes descriptifs. Des risques physiques, 85% des répondants sont soumis à des risques physiques, 52% des répondants sont soumis à des risques mentaux, plus de 46% à des risques chimiques et 18% des risques infectieux. Le troisième, on va dire, d'autres enseignements, c'est que de ce fait-là, on a un enjeu au-delà de l'enjeu santé climatique au travail, c'est l'enjeu de l'attractivité et de la continuité même d'activité. On a l'activité agricole qui est de plus en plus à l'arrêt, donc le travail est à l'arrêt, du fait du changement climatique et l'attractivité du travail agricole est fragilisée, pardon, tant du point de vue des exploitants. Un quart envisage d'arrêter de travailler en raison des difficultés liées au changement climatique et 47% des salariés saisonniers estiment que la chaleur peut constituer un motif de renoncement au travail. Ça, c'est très important et ce qu'il faut comprendre, c'est que les symptômes et les impacts, qui ont été décrits, c'est descriptif, hein, on ne fait pas de l'épidémiologie, c'est pas de la médecine, on leur demande de constater qu'est-ce que vous observez dans votre travail, sur votre corps, sur les autres, sur les rythmes de travail, par rapport à toute une catégorie d'items qui sont listés, les risques de déshydratation, d'épuisement, de développement exponentiel d'allergies, de nouvelles vous parliez des maladies vectorielles. Voilà, donc le panorama des symptômes est assez impressionnant et l'objectif, il est du fait de ces chiffres-là, de prendre conscience d'où on en est déjà en France, dans le monde agricole, mais pas que. Il y a d'autres branches, d'autres contextes métiers, on a les mêmes problématiques, pour qu'on ne minimise pas ce sujet-là et qu'on puisse mettre en place très rapidement de nouvelles, organisations du travail pour prévenir ce risque. Alors, c'est déjà une initiative qui nous a intéressés parce que, bien entendu, après, c'est quelles sont les perspectives. On n'aura peut-être pas le temps d'en parler dans les détails puisqu'on est contraint par le temps pour d'autres secteurs. Mais la démarche nous a semblé intéressante, en tout cas, à présenter. Vous étiez au sommet, on est aussi à Lyon. On a parlé de société civile. Vous travaillez avec les organisations syndicales. S'il y avait une recommandation que vous devriez faire, Caroline, pour justement embarquer davantage dans le monde du travail, les organisations syndicales, pour les prochains forums? S'il y en avait une, ce serait laquelle? Une recommandation, c'est d'intégrer davantage la dimension du social et du dialogue social en levier de conduite du changement sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'environnement, les impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, sur la santé en général, mais dans le contexte du travail, les organisations syndicales se penchent sur les organisations du travail, notamment, et on voit que c'est un enjeu majeur dans le contexte du One Health, c'est quelque chose de très précis. Donc de les inviter à voir comment
on embarque et on réfléchit à la question du social et du dialogue social pour travailler sur ces sujets-là. C'est vrai que c'est très important dans l'équation One Health qu'on ne soit pas simplement avec des organisations sur le côté société civile, philanthropie. Il y a toute une typologie d'acteurs, les organisations syndicales, mais aussi les entreprises, des petites, des grandes, des moyennes, qui peuvent contribuer à travailler, comme on le fait nous d'ailleurs, sur une partie de l'enjeu, puisque chacun doit apporter sa brique et se saisir du sujet sous un angle précis Et c'est pour faire avancer. exactement ça l'idée d'ailleurs, et je pense on a compris toute cette ouverture aussi qu'il y avait lors de ce sommet. Merci Caroline. On va maintenant se tourner vers Benoît justement parce que le sommet One Health s'inscrit dans une dynamique qui n'a pas démarré cette année. C'est une dynamique qui a été initiée d'ailleurs par le forum Sustainable Health OSH depuis bientôt 4 ans. Si je ne me trompe pas, Benoît, tu nous rediras ça, qui est animé par la Fondation Une santé durable pour tous au plan international. Tout d'abord, donc Benoît, pour nos auditeurs, hein, ceux qui ne connaissent pas encore le forum OSH, qui s'impose vraiment comme un acteur aujourd'hui majeur et un cadre pour comprendre et agir justement face à tous ces risques que nous avons rappelés, climatiques, sanitaires, alimentaires, environnementaux. Comment est né le forum OSH avant tout? Merci Eric pour cette invitation à la santé en entreprise toujours dynamique sur ces questions-là. Et c'est né effectivement de constats pendant la pandémie en 2020 entre différents professionnels de ce besoin de nous connecter sur ces réalités-là qui nous concernent ici comme ailleurs dans le monde. Ce qui vient d'être dit à l'instant sur le travail et évidemment rebondit aussi dans d'autres pays à travers le monde, parce que des personnes qui sont dans des rizières en Asie ou qui cultivent aussi dans d'autres pays où l'effet climatique est là, a un impact. Donc on avait, pendant la pandémie, en 2020, des échanges informels et on a souhaité, à travers différents experts qui partaient de la science vers notre société, nous questionner sur le lien entre ce que nous dit la science et les applications dans nos sociétés. Alors, on a formalisé un peu les choses, c'est-à-dire que passer des discussions informelles, on les a formalisées avec des groupes de travail, avec le montage d'une fondation qui est une fondation partenariale qui elle-même existe parce que d'autres fondations viennent y mettre des moyens ensemble. Et donc, on est vraiment dans une démarche collaborative. Et puis, on a changé l'échelle grâce à l'engagement de l'AFD en 2023, parce qu'on était dans un travail de fond, je dirais, pas très visible. Et la rencontre avec Agnès Souka a permis de faire une alliance avec voilà, l'enjeu d'une banque est très reconnu, nous, acteurs de la société civile, et de pouvoir donner une visibilité en juillet 2023 à Lyon, avec un événement qui était sur la charnière santé, environnement et social, c'est-à-dire le social au sens aussi d'accompagnement des transformations, des transitions dans nos sociétés. C'est un point, si on parle des entreprises, on sait qu'aujourd'hui c'est crucial. On parlait à l'instant dans l'entretien précédent des agriculteurs, on sait qu'il y a besoin d'accompagner les transitions à partir des données de santé que nous connaissons. Donc je dirais que grâce à l'engagement de l'AFD et l'engagement d'Agnès Souka, on a pu faire un partenariat. Et j'insiste sur ce mot parce que le partenariat, c'est un mot valise. Et on n'a pas été des sous-traitants. Et nous ne le sommes pas encore aujourd'hui. On est vraiment des partenaires dans la discussion, dans les concertations à partir de mondes complémentaires mais différents. Et d'ailleurs, symboliquement, pendant le sommet qui a eu lieu le 7 avril, nous avions notre session société civile officiellement à côté de la session sur les financements internationaux des banques animée l'AFD. Donc, c'était un peu symbolique d'être au même étage, mais on voit bien qu'on a ces jonctions à faire. Donc, ce changement d'échelle a fait aussi qu'à la suite de cette première conférence qui a duré 3 jours, il y a eu beaucoup d'échanges, toujours sur l'axe science, société, solidarité, et avec le One Sustainable Health, qui veut dire tout simplement qu'on est en lien avec les ODD. Voilà, les ODD ont un mérite, c'est celui d'exister comme un repère commun au niveau mondial, des entreprises et des gouvernements. On sait qu'on n'atteindra pas les objectifs, mais au moins ils existent. Et donc, on considère que la voie One Health et One Sustainable Health, c'est la biodiversité, le climat, c'est ajouter tout ça à ce qui était vu au départ comme étant un peu le One Health infectieux, c'est une partie majeure de l'atteinte des ODD, avec toutes ces composantes. Et donc, on a eu après une invitation en Afrique, au Sénégal, à l'invitation de la ministre d'État Marie Colsec en 2024, puis on est revenu à Lyon et nous avons eu en ouverture à Lyon de notre sommet en novembre le message du président Macron confirmant les raisons pour lesquelles
Ils voulaient faire un sommet One Health, elles sont très bien expliquées sur les enjeux aussi bien climat, santé, d'alimentation, et qui le ferait à Lyon le 7 avril. Donc voilà, nous avons eu un jalon, une préparation avec une thématique Healthy Planet for Healthy Life, le lien entre la planète et notre santé. Et donc nous avons eu cette première, effectivement, à Lyon le 7 avril, dont je vois quelques images qui circulent Voilà, derrière. justement, je disais, c'est un sommet qui pour nous est, euh, on l'a bien ressenti dans les échanges qu'on a eus par ailleurs avec beaucoup de participants au niveau de sa dimension. Je disais, c'était vraiment premier du genre, quoi. Si je me trompe pas, c'est bien. On n'a pas eu il n'y a pas eu de précédent, tellement il y avait de partenaires qui venaient de partout, très grande diversité aussi dans la composition, dans les origines Oui, professionnelles. ça, on peut le confirmer. Le secrétariat général en charge, d'ailleurs, l'a souvent répété. Et c'est vrai qu'il s'est appuyé sur la base de ce que nous avons constitué avec l'AFD, la Fondation de santé durable ensemble, avec aussi nos amis allemands, enfin toutes les personnes qui participent dans ce forum, hein, et qui le soutiennent. Il y avait effectivement une piste d'atterrissage possible parce que ça ne partait pas de zéro, malgré tout. Il y avait tout ce qu'on a pu travailler dans ce forum OSH, et puis avec d'autres qui se sont joints. Et effectivement, c'est très important qu'il y ait cet engagement de l'État. On peut espérer qu'il sera suivi d'un autre pays, peut-être l'année prochaine, en 2027, pour un nouvel engagement, hein. En tout cas, espérons-le, et peut-être que Santé en entreprise, à travers ses réseaux en Afrique, là, pourra encourager cela. Alors justement, Benoît, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet? C'est l'essentiel pour toi de ce qu'a produit et surtout ouvre comme perspective ce sommet, s'il fallait le résumer. Je pense qu'il a permis, comme tout engagement fort au niveau d'un chef d'État et de plusieurs chefs d'État, et je crois qu'il y avait une cinquantaine de délégations internationales, il a permis, principalement dans un milieu professionnel, d'experts, une reconnaissance de la nécessité de s'intéresser à cette approche au moment où nous avons à faire face simultanément à de nombreux enjeux. La perte de la biodiversité, l'environnement, les questionnements sur les systèmes alimentaires, avec le microbiome. Donc, à chaque fois, la charnière de la science et de nos mesures. Donc, il représente une prise en compte au plus haut niveau des États, des gouvernements, de ce souci majeur. Bien sûr, et dans une approche qui ne soit pas exclusive ou qui limite les autres, qui élimine, pardon, les autres. C'est-à-dire que le climat n'empêche pas la santé n'empêche pas le climat, l'alimentation. Et évidemment, en plus, la science nous montre, nous démontre que ces choses sont connectées. Donc, c'est ça qui était très fort. Je pense que c'est la visibilité, la prise en compte et des engagements. J'étais hier reçu par la directrice générale de l'Agence nationale de la recherche, Claire Giry, et effectivement, ils ont maintenant un document One Health, ça ne serait pas fait. Il y a aussi toute une accélération qui s'est faite en France et dans d'autres pays avec cet agenda. Et donc, effectivement, à l'heure où nous parlons beaucoup d'armement, de drones, de bombes pour la guerre, c'était bien qu'il y ait un moment fort, un focus sur cet enjeu One Health qui se fasse dans le cadre du G7. Et puis, il y a eu, alors après, évidemment, ça c'est l'approche générale. Après, il y a eu des engagements. Du côté société civile, nous avons un engagement de plus de 200 organisations avec des grands réseaux. Cette déclaration de la société civile, voilà le statement Oui. de la société civile. Oui, c'est ça. Oui, on a pu formaliser un engagement qui parle de la reconnaissance de la place de la société civile. Nous l'avons vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, c'est comment réagit la société civile? Est-ce qu'elle comprend les enjeux, vaccin, pas vaccin? Et donc, on doit travailler avec sa diversité, avec nos sociétés civiles. Et donc, on doit travailler ces frontières publiques-privées de façon plus étroite, pas pour faire la même chose, mais pour pouvoir se compléter. Donc, il y a ce statement qui est très clair là-dessus, et en disant que les sociétés civiles, nous le savons, elles sont au cœur des transformations. On peut prendre des directives, on peut voter des budgets, on peut prendre des mesures. Si ce n'est pas incarné par des sociétés civiles qui participent, qui adhèrent et qui contribuent, on ne va pas aussi loin et on n'a pas les mêmes changements. Donc c'est ça, ce Civil Society Statement, évidemment avec des tas d'explications. Donc c'est aussi des actions mesurables, c'est des engagements pour des actions mesurables pour pouvoir se situer dans le temps, dans les efforts qui sont faits.
sur quelque part la sanctuarisation de financement. Les coupures sont énormes dans beaucoup de pays et à travers le monde. Il nous faut sanctuariser les besoins dans ces domaines-là. Il nous faut aussi renforcer les capacités de recherche scientifique, là où parfois on doute de leurs résultats, il faut pouvoir expliquer tout son intérêt, les questionnements sur les systèmes alimentaires. Enfin, c'est un document de 2-3 pages qu'on peut trouver sur le site du forum OSH et de la Fondation de santé durable pour tous, et qui d'ailleurs reste ouvert pour signature. Il insiste aussi beaucoup sur la prévention. Des observateurs nous ont fait remarquer qu'effectivement, tous ces travaux-là aussi permet de nous préparer, donc de travailler la prévention, hein, plutôt que la réaction d'urgence face à une pandémie. Donc, voilà, ça c'est un des résultats, mais déjà signé à côté. Combien d'organisations, avant qu'on passe à la toute dernière question, déjà signé combien d'organisations de la société civile, la déclaration? Alors en fait, il y a plus de 200 organisations, mais dans ces organisations, il y a des réseaux nationaux. Par exemple, le réseau France Nature Environnement, c'est plus de 6500 associations. Donc, les têtes de réseau, c'est très puissant aussi. Parfois, c'est une organisation importante. C'est une diversité qui est reflétée. C'est surtout ça qu'on cherchait. Et il reste ouvert. Donc, si des organisations, des entreprises adhèrent à ce Civil Society Position Statement, elles peuvent le rejoindre. C'est notre démarche. Et bien sûr, nous continuons, fort de cet éclairage qui a été donné et des engagements qui ont été pris. Alors, dernière question, Benoît, parce que le temps file vite et il y a aussi Agnès qui attend son tour. Il y a eu, dans la foulée du sommet, le 8, donc le lendemain, il y a eu le Factory, donc la partie fabrique OSH, où il était question vraiment là de mettre en avant des initiatives, des projets concrets. Quel bilan vous faites de cette deuxième édition, je crois? Tu nous rediras ça. Et surtout, quelles sont les suites, les prochaines étapes? Mais le bilan est positif. La fabrique, ça vient du fait justement des forums, des webinaires, des discussions qu'on a eues ces dernières années, où à chaque fois, une fois qu'on a compris que des choses étaient liées, qu'il fallait s'y intéresser, eh ben, c'est la volonté d'être dans l'opérationnel. Donc, on a créé cet espace, cette fabrique, Factory, qui avait eu la première édition le 4 novembre, 27 projets, là, il y en a eu 80. Et donc, on a décidé que tous les 3 novembre, le 3 novembre, c'est la journée mondiale One Health, on allait faire la fabrique à Lyon, au centre du cancer et avec l'Académie de l'OMS qui est à côté, logistiquement, pour situer les choses, mais qu'on le ferait aussi dans des pays étrangers, quand on sera invité. Enfin, on va donner l'accent de plus en plus aujourd'hui, maintenant qu'il y a une compréhension plus globale des enjeux de One Health, grâce notamment au sommet présidentiel, et beaucoup de publications, on va pouvoir avancer dans l'opérationnel. C'est ce qui va nous intéresser et qui va forcément nous rapprocher de santé en entreprise aussi, puisque vous êtes très connecté à ces réalités opérationnelles. Très bien, ben merci Benoît. Reste avec nous pour la fin et on va terminer avec Agnès, donc sur les sujets qui touchent, tu l'as évoqué, au financement, justement, face à cette baisse des financements publics internationaux. Ce qui a été dit de manière très forte au sommet, c'est qu'il devenait essentiel de démontrer l'intérêt économique des approches de prévention comme One Health, surtout avec une urgence qui est de mieux orienter les financements en dépassant les approches sectorielles et en intégrant des enjeux de risque systémique. La meilleure personne pour en parler avec nous, je pense que c'est Agnès Souka, qui est à l'AFD. Donc Agnès, tu es un type du forum OSH. Quelle place occupe aujourd'hui l'approche One Health dans les stratégies de l'AFD? Merci beaucoup et merci d'avoir invité l'Agence française de développement à ce webcast. Aujourd'hui, l'approche One Health est un des piliers de notre stratégie d'investissement qui repose sur 3 grandes priorités. La première étant l'investissement dans les biens communs en santé, c'est-à-dire dans les fonctions centrales institutionnelles de l'action collective qui doivent être mises en place pour protéger les citoyens des risques santé et investir dans les domaines dans lesquels le secteur privé n'investit pas.
Il s'agit bien sûr des institutions de santé publique, de la question de la surveillance épidémiologique, vraiment des fonctions centrales de la régulation, des taxations et des subventions, mais également de tout ce qui peut être communication au public. Et tout cela se fait dans une approche une seule santé, c'est-à-dire que nous investissons dans ces institutions de façon multisectorielle. C'est-à-dire qu'on va investir autant dans une institution de surveillance sanitaire comme qui est l'équivalent de Santé publique France ou une agence nationale de santé publique ou une agence de régulation des produits sanitaires, par exemple, que dans des systèmes de vaccination, inclus les systèmes de vaccination animale ou d'identification des risques environnementaux. Et nos deux autres piliers, donc c'est l'investissement dans l'offre de soins, en particulier les ressources humaines, l'hôpital et les chaînes de valeur, en particulier des produits de santé. Et puis, le troisième pilier, c'est la protection sociale, dont la couverture santé universelle. Donc, vous voyez, 3 piliers, et un des 3, c'est vraiment cet investissement dans les biens communs en santé à travers une approche une seule santé, c'est-à-dire à travers une approche de renforcement institutionnel, d'action collective, et de renforcement de cette protection des citoyens à travers les différents outils d'action collective, hein, des outils institutionnels qui comprennent également donc des plateformes citoyennes et des partenariats avec tous les partenaires de la société civile pour justement identifier comment faire avancer des agendas qui sont profondément des agendas collectifs. Et pour cela, évidemment, nous regroupons nos investissements, hein, dans cette approche une seule santé, que ce soit sur le sujet du changement climatique, de la perte de la biodiversité, des pollutions ou de la résistance antibiotique. C'est vraiment d'avoir une approche intégrée par rapport à tous ces risques environnementaux. Voilà, donc je pense qu'on voit assez bien la façon dont vous intégrez cela. Les besoins, on sait, sont nombreux, on les a évoqués. Est-ce qu'il y a en particulier des axes d'intervention prioritaires sur le Rhône-Alpes sur lesquels vous êtes positionné en Afrique notamment? Alors, clairement, la surveillance épidémiologique, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que l'AFD a une longue expérience. Donc, l'AFD intervient dans le secteur santé depuis 20 ans. Aujourd'hui, et elle a une très longue expérience dans le renforcement des réseaux de surveillance épidémiologique, l'appui aux instituts Pasteur, mais pas seulement, l'appui de façon générale aux instituts nationaux de santé publique, aux instituts de recherche, aux instituts d'hygiène. Bien sûr, toute l'action que nous avons pu avoir depuis des années dans la santé animale, qui est en fait là et depuis plus de 40 ans, les actions dans le secteur agricole, et qui donc maintenant comprennent également beaucoup de questions vétérinaires et de questions de santé, des filières agricoles, des filières animales. Et puis, beaucoup d'actions aujourd'hui sur la régulation des produits de santé, des produits sanitaires, des produits agricoles, donc du renforcement des institutions de régulation. C'est une des choses que la pandémie de Covid a mis en évidence, c'est le fait que quelque part dans tous les investissements de santé mondiale, on a oublié d'investir dans des agences de surveillance du médicament et du produit de santé, donc qui maintenant ont été renforcées au cours des dernières années. Nous avons un projet régional qui s'appelle Reg Pharma, dont l'objectif est de travailler sur cette régulation des médicaments, des produits de santé, donc de regarder la question de la résistance antibiotique, qui est une question de santé animale tout autant que de santé humaine, hein, parce que c'est souvent les antibiotiques qui sont distribués en santé animale qui créent la résistance
et les problématiques de santé humaine. Et puis toutes les questions nature, les questions environnementales, en particulier la liaison entre les données de santé et, et les données environnementales. Et donc on travaille avec des partenaires régionaux, on a de nombreux projets, que ce soit avec l'Africa CDC, où on a un projet, des projets Une seule santé, des projets de séquençage des pathogènes, mais également d'autres projets régionaux, à la fois sur la CEDEAO et sur CEMAC. Donc, vous avez déjà des partenariats. On a vu passer justement la slide avec plus d'une vingtaine de projets. Vous allez nous confirmer, mais plus de 120 millions d'euros, je crois, déjà investis dans des projets peut-être sur quelques années. C'est bien ça. Donc, il y a un effort, en tout cas, il y a très clair, un positionnement très clair de l'AFD sur ce sujet. Je vais terminer par cette question qui nous semble importante pour la perspective. À moins, Agnès, que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur les financements de l'AFD sur l'Euronet. Les financements, donc les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait corrects. Ce sont essentiellement, comme je l'ai dit, des investissements dans des institutions nationales et régionales de surveillance de surveillance des épidémies et surveillance des risques sanitaires liés à l'environnement et à la vie animale. Donc de lier les programmes de santé aux programmes de santé humaine, aux programmes de santé animale et de programmes environnementaux, et le soutien également aux programmes de régulation des produits, c'est-à-dire d'identifier le risque qui peut être lié aux produits sanitaires, aux pollutions. Et donc, aujourd'hui, c'est une grande priorité de nos investissements. C'est des investissements conjoints avec d'autres banques de développement, en particulier en Asie, avec la Banque asiatique de développement. Avec également un partenariat avec la Commission européenne et les institutions européennes. Donc, par exemple, le plus récemment, c'est un projet de collaboration avec ERA, la direction justement qui travaille sur les investissements dans les produits de santé pour la réponse aux risques épidémiques, et qui donc nous a demandé de travailler sur un projet sur la dengue, un projet de partenariat avec différents pays, dont l'Inde, dont la Malaisie, la Thaïlande, le Brésil, pour travailler sur le risque épidémique de la dengue, et en particulier sur aider à développer des produits qui peuvent répondre à ce risque dans le cadre d'un risque qui est en augmentation dans les pays européens. Il faut savoir que la dengue était une maladie qui n'existait pas en métropole française jusqu'à très récemment, et qui maintenant existe dans près de la moitié des départements de France métropolitaine. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le financement de la surveillance des eaux usées, qui est une de nos grandes priorités que l'on fait à la fois dans l'océan Indien, et que maintenant on fait la promotion dans tous nos projets d'assainissement dans le secteur eau et assainissement. Enfin, Agnès, on arrive bientôt à la fin de la séquence-là, et il y a un point une question que je ne pouvais pas ne pas aborder, c'est celle justement des partenariats publics-privés. Il y a une initiative qui regroupe les banques aussi de développement, et pour essayer de mieux coordonner vos interventions. Quel levier voyez-vous aujourd'hui pour mobiliser plus d'investissements en faveur du One Health, en faisant appel justement à plusieurs sources, y compris des financements privés? Oui, aujourd'hui, ce qui apparaît clairement dans le paysage, disons, de ce qui a pu être le paysage de la santé mondiale et de l'aide publique au développement au cours des 20 dernières années, c'est une fragmentation du paysage de financement entre, d'un côté, des banques, des institutions financières qui, en fait, sont peu au fait de l'agenda santé et
certainement encore moins au fait de l'agenda Une seule santé, c'est-à-dire de l'importance de ces investissements qui sont des investissements dans la sécurité à la fois des citoyens et des économies. Hein, on l'a bien vu avec la crise Covid, on a vu l'impact d'une crise sanitaire à la fois sur la situation économique des ménages, des foyers, mais également des petites entreprises. Et donc, la crise Covid a vraiment mis en lumière l'importance de comprendre le risque santé sur les économies. Et donc aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience des institutions financières et des financiers, des ministères des Finances, de ceux qui sont en charge des économies des pays, de ce risque santé, qui donc maintenant veulent pouvoir mobiliser les outils de financement qui existent aujourd'hui dans les institutions financières au service de cet agenda. Et ce qui s'est passé dans la santé mondiale, c'est que la priorité a été au cours des dernières années sur l'accès aux médicaments ou l'accès aux vaccins, mais pas nécessairement sur des investissements santé sur la réponse aux risques. Ce sont des investissements différents. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de mutation des politiques publiques de santé pour aller vers cet investissement fondamental qui est dans ces biens communs en santé, dans ces institutions, pour justement protéger les sociétés et les économies contre le risque. Et là-dedans, il y a bien sûr des partenariats publics-privés à faire, et c'est ça que savent faire les institutions financières comme l'AFD, comme la Banque mondiale, et comme, de façon générale, les banques publiques de développement. Et un outil qui a été peu utilisé dans le secteur santé, c'est vraiment l'outil des banques nationales publiques de développement qui souvent travaillent avec les gouvernements locaux, les gouvernements décentralisés, travaillent avec les petites et moyennes entreprises, mais souvent n'ont pas accès ni à la connaissance technique de ce que peuvent être des investissements Une seule santé, et n'ont pas non plus nécessairement accès au capital dans des conditions favorables de concessionnalité ou de termes financiers. Et donc, une grande avancée au sommet de Lyon, c'est de pouvoir avoir développé des plateformes de financement dans lesquelles toutes les banques publiques de développement peuvent avoir à la fois l'accès justement à ce que peuvent être des projets et la qualité technique des projets, comme la fabrique des projets OSH. Donc de trouver des bons projets à financer et également d'avoir accès à des outils financiers comme par exemple des lignes de crédit ou des garanties que peuvent apporter des institutions financières plus grandes ou plus fortes à des institutions financières locales, mais qui, elles, ont une très grande compréhension des mécanismes locaux. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple? C'est de pouvoir, par exemple, faire des crédits à des PME de transformation agricole sur des aspects, par exemple, de production de produits alimentaires de bonne qualité, justement en contrôlant le risque de pollution, en contrôlant différents risques sanitaires qui peuvent être liés à cette transformation agricole, et donc d'apporter des projets Une seule santé dans le secteur agricole à travers les banques publiques de développement. Donc il y a vraiment un déploiement du capital et une meilleure articulation entre le don et le prêt à travers des financements mixtes qui peuvent donc être mis à disposition des petites et moyennes entreprises qui veulent travailler, que ce soit dans le secteur agricole, le secteur en santé ou le secteur environnemental. Ben ça, c'est déjà une très belle avancée, effectivement, à rappeler. Il y a vraiment un alignement, une prise en compte maintenant de ces sujets-là. On le voit donc pour mieux se préparer aussi et mieux articuler les acteurs pour la réponse aux futures crises sanitaires. Il n'y a pas que ces sujets, il y en a plein d'autres. Merci Agnès de nous avoir en tout cas partagé toutes ces informations. On arrive à la fin pratiquement du webcast, donc on va rester avec nous encore
quelques secondes pour le mot de la fin. Avant ça, je vais juste rappeler quelques dates là pour les prochaines semaines. Donc, on a un prochain webcast qui viendra le 26 mai dans la série. On a, dans le cadre de la campagne Zéro Palu, passons à l'action. Donc, il y a eu tout un ensemble d'initiatives. On fera le bilan notamment avec les programmes nationaux de lutte contre le palu qui ont déployé des actions pendant ce mois de challenge qui a été organisé sur la campagne Zéro Palu sur l'Afrique. Nous aurons aussi donc Santé Expo bientôt à la porte de Versailles au mois de mai, avec la partie plutôt des startups et de la health tech. On a l'Assemblée mondiale de la santé donc à Genève qui aura lieu du 18 au 26 mai prochain, avec des événements satellites et surtout des side events autour du 18-19. Tout ça sera sur notre site. Et enfin, le Vivatech, où nous serons présents aussi avec le programme Health Tech for Good et le One Digital Health que Adama devait présenter plus en détail, mais qu'on aura l'occasion de présenter lors d'un prochain webcast. Donc, on arrive à la fin. Juste le temps pour vous de dire vraiment maintenant en 30 secondes, parce qu'on a pratiquement dépassé, mais c'était très intéressant tout ce que vous avez dit. En 30 secondes, si vous aviez un message chacun à passer avant de vous saluer et de se quitter. Donc, on va peut-être commencer. Honneur aux dames, Benoît, si. Hein, on va laisser à Agnès. Toujours honneur aux dames. Toujours. Donc, voilà, toujours honneur. Agnès, un mot pour conclure. Vraiment court. Oui, donc je voudrais juste mettre l'accent aujourd'hui sur justement ce risque qui a été mis en lumière par la pandémie. Le risque santé aujourd'hui reste extrêmement élevé. On attend, il y a un risque d'à peu près 20% d'avoir une pandémie de la même ampleur que celle de Covid dans les 10 prochaines années. Et que donc aujourd'hui, investir dans une seule santé, ce n'est pas une option. C'est vraiment l'investissement fondamental des sociétés et c'est là où il y a un véritable changement de braquet dans la manière dont on envisage la santé mondiale. Aujourd'hui, la santé est vraiment une problématique mondialisée. On l'a vu, tous les pays ont dû faire face à la crise Covid en même temps. Et aujourd'hui, il faut vraiment pleinement tirer les leçons de cette crise et avancer plus que jamais dans ces investissements. Et peut-être juste un mot pour moi qui est essentiel, c'est que ces investissements ne coûtent pas si cher. C'est-à-dire que les investissements dans ces outils coûtent beaucoup moins cher que le coût d'une pandémie qui, l'on sait, a fait une différence de près de 6% sur le PIB mondial. Donc on parle d'investissements qui sont à un niveau de rentabilité parmi les plus élevés qui existent dans le monde aujourd'hui et qui sont des investissements, oui, qui sont largement publics, mais qui sont des investissements qui protègent les entreprises privées et l'économie, et des investissements qui doivent être faits de façon collective avec tous les partenaires, en particulier les partenaires privés qui ont beaucoup à apporter dans la mise en œuvre de ces investissements. Merci Agnès pour ce mot-là très fort en direction des acteurs économiques qui doivent comprendre. Je pense qu'il y a déjà une prise de conscience, mais qui doit encore s'amplifier sur la nécessité d'investir dans cette prévention et dans justement tout ce qui est éviter que ne se produise une pandémie qui arrête tout et qui menace les populations. Alors, on a Benoît qui va terminer, Caroline nous ayant dû partir un petit peu avant. Donc, Benoît, tu as le... Bon, merci une fois de plus pour nous permettre d'évoquer ces sujets. Donc, bien sûr, je rebondis sur ce qu'a dit Agnès, que je souscris, avec cette ouverture dont on a besoin internationale, bien sûr. Hein. Pour beaucoup de choses, on raisonne sans frontières et c'est vrai pour l'économie globalement. J'ai entendu que Santé Entreprise a un événement sur le paludisme prochainement. Le paludisme illustre bien le One Health.
dans toutes ses composantes et dans tout le combat qu'on a mené, c'est un combat One Health face au paludisme, hein, très clairement. Donc voilà, ça fait un lien avec aujourd'hui. Le moustique tigre est chez nous, c'est la dengue aussi. Donc on est rattrapé par ces logiques internationales et c'est pour ça qu'on doit être dans ces réseaux-là. Moi, je dirais simplement en conclusion que plus on avance dans le One Health, plus je me rends compte que personne n'est One Health et qu'on peut le devenir qu'en étant ensemble, acteurs publics-privés, et que ça nous force à la collaboration. C'est pas un vain mot, parce que je cite vraiment l'exemple de l'AFD, pas parce qu'Agnès est là, je le dis souvent, dans la façon dont on travaille ensemble, partenaires, on a encore beaucoup à faire et on peut encore progresser ici comme ailleurs. Donc voilà, c'est devenons ensemble One Health, parce que seul on n'a pas toutes les composantes de cette dimension-là au sens biodiversité, alimentation, enfin tout ce qui compose dans son ensemble vivant. Et merci donc à Santé Entreprise de le relayer activement auprès du secteur économique. Merci à vous deux et à Caroline aussi. Merci à l'équipe qui nous a aidés à préparer ce webcast spécial. Et rendez-vous donc pour la prochaine fabrique le 3 novembre prochain pour la journée mondiale One Health, Benoît, comme Benoît nous l'a rappelé. D'ici là, nous arrivons donc à la fin de notre webcast. Merci à tous nos 3 invités et à l'équipe du pôle digital qui nous a aidé à l'organisation de ce webcast. Rendez-vous le 26 mai pour le webcast de débriefing de la campagne Zéro Palu. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Wow.